Cette nouvelle visioconférence est réalisée en partenariat avec Homme Transition et Adapsia et elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc aujourd'hui, on va parler de la problématique du gâchis alimentaire avec Laure qui nous accompagne. Moi, je serai là tout au long de la conférence pour veiller à ce que tout se passe bien, qu'il y ait pas de soucis techniques. Si vous avez des questions pour Laure, on est un petit peu nombreux aujourd'hui, donc on va garder les micros fermés, les caméras fermées. Je vous laisse utiliser le chat comme d'habitude si vous avez des questions et je me permettrai de couper Laure, de temps en temps si vraiment, Oui, puis moi j'ai accès au chat de toute façon. voilà. Donc voilà, donc si Laure arrive à voir les questions, elle pourra y répondre au fur et à mesure et sinon voilà, moi j'en garderai certaines. On pourra en garder certaines pour la toute fin et sinon on pourra en poser aussi, et y répondre pendant la conférence. Donc voilà, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à moi et puis Laure, je vous laisse vous présenter et puis commencer et prendre le contrôle aussi sur la présentation dès que vous pouvez. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Oui, super. Donc bonjour à tous, je suis Laure, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on va parler de gâchis alimentaire. Alors on va parler de gâchis alimentaire dans sa totalité, c'est-à-dire où on en est, je dirais, chacun à notre niveau et comment les choses se mettent en place. Et puis on passera ensuite à une dynamique plus personnelle, c'est-à-dire quelles sont les petites astuces à mettre en place pour limiter ce gâchis alimentaire. Parce que, alors effectivement, je dirais que c'est une problématique planétaire, c'est une problématique politique et voilà. Mais je suis persuadée quand même que si chacun à notre petit niveau, on arrive à faire quelque chose, que ce soit dans nos démarches d'achat, que ce soit dans nos placards, eh bien, à mon avis, à un moment donné, on peut tous aussi avoir un impact indirect et direct sur ce qui se passe un peu plus haut et sur la santé de notre planète. Parce que donc l'équilibre alimentaire, c'est être en bonne santé, mais pour avoir un équilibre alimentaire cohérent, il faut qu'on ait une planète en bonne santé, sinon à un moment donné, ça ne marche pas. Les vases communicants n'iront pas. Donc le gâchis alimentaire, j'ai trouvé une définition du ministère de l'Agriculture, c'est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine et qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. Ça constitue le gaspillage alimentaire. Donc on va voir justement à quel niveau déjà dans sa totalité de la chaîne alimentaire on a un impact, ce qui se passe réellement. Et puis ça nous permettra au fur et à mesure d'évoluer vers nos trucs et astuces pour pouvoir mieux s'alimenter et mieux, moins gâcher en tout cas. Et peut-être que vous aussi, vous avez mis en place des astuces dans votre quotidien. Est-ce que là, on peut voir la petite vidéo ou pas? Je tente. Allez-y Laure, on va le Là, tenter. Alors je pense que vous n'avez pas pris le contrôle sur la présentation Laure. normalement, si. Alors là, parce que ça a pas bougé, moi, les slides. Là, là, ça bouge ou pas? Non. Non. Comment je fais pour prendre le contrôle? Normalement, vous avez un petit bouton avec une main où il y a marqué contrôler ou prendre le contrôle. C'est ou en haut ou en Ça bas. y Ah, ça est. y est, parfait, super. Excusez-moi de cette Il interruption. y a pas de souci.
Donc, vous avez vu, c'est très enfantin, mais c'est très parlant en fait. Et c'est vrai que vous voyez sur votre écran qu'on est tous responsables du gâchis alimentaire à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la distribution, de la restauration, et puis de nous, consommateurs, en fonction de nos choix et en fonction de ce que l'on va mettre dans notre assiette. Et donc, c'est pour ça que finalement, à notre petit niveau, ce n'est pas grand-chose. Mais à notre petit niveau, ça veut dire que finalement, peut-être que dans la restauration, on va faire des choix différents. Ça veut dire aussi que nos actions au quotidien vont peut-être jouer sur le fait que le distributeur va agir différemment et qu'on va finalement faire une transformation différente et que le producteur va aussi avoir un impact différent. Donc, c'est vrai que alors, ça prend du temps. Forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est l'effet papillon, c'est un battement d'aile. Aujourd'hui, il fera qu'il y aura une envolée de papillons énorme après. Donc, soyons attentifs à ça. Il y a 30% de gaspillage entre la production et l'assiette. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une partie du producteur qui est gâchée. Et à tous les échelons, il y a déjà du gaspillage. En fait, ça signifie qu'il y a 28% des superficies agricoles du monde qui produisent ces 30% de gâchis. Et donc, on essaye de toujours plus produire, alors que finalement, on ne consomme pas tout et donc on gaspille. Et vous avez vu, on prend en compte le gaspillage dans la globalité, parce qu'il y a des choses qui vont retourner vers les animaux et il y a des choses qu'on essaye quand même de revaloriser par des biodéchets, de la biomasse et ce genre de choses. Donc, le gaspillage alimentaire en France, finalement, chaque année, par foyer, on a un potentiel, il y a 10 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année, donc que ce soit par les foyers, que ce soit par la distribution et par la restauration. Donc, on a vraiment un impact à jouer. Et si on devait regarder, une baguette de pain jetée, c'est finalement l'équivalent de 2 km parcourus en voiture en termes d'énergie perdue, si vous voulez. Pareil, un steak haché qui est jeté, c'est l'équivalent en énergie perdue d'une lampe allumée pendant 70 heures. Okay. On a vraiment quelque chose à faire. Donc, le bilan au niveau national, il est très important et il va sur tous les fronts. Donc là, je vais vous donner des exemples concrets de tableaux pour que vous puissiez voir justement qui est-ce qui gaspille, à quel niveau on peut vraiment jouer. Donc là, on voit quand même qu'on a une production par groupe de produits et par région. Et donc, on voit que finalement, alors comment je peux faire pour mettre un peu plus… On a toutes les cultures qui vont avoir un gaspillage et que tout le monde et toutes les zones géographiques sont impactées par ce gaspillage à plus ou moins gros niveau, mais il n'empêche qu'à chaque niveau, on a un souci et on a un impact. Pareil, si on regarde le gaspillage alimentaire par habitant, par région, aux différents stades de consommation et de l'avant-consommation, finalement, vous voyez qu'on a quand même, c'est pareil, entre le rouge et le bleu, vous voyez quand même une sacrée différence en fonction des différents produits et en fonction de ce que l'on a dans nos assiettes. Donc, on a vraiment un impact important et ça veut dire aussi que nos choix peuvent être modifiés. On va avoir aussi, par exemple, tout ce qui est céréales. Donc, les céréales, c'est une production initiale qui est perdue par région aux différents stades de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà une surproduction. Et ensuite, en fonction des différents stades de la chaîne alimentaire, eh bien, on va avoir une perte dans la préparation, on va avoir une perte au niveau de la distribution, puisque, par exemple, on va avoir un problème de la chaîne du froid qui va être interrompu, on va avoir un problème de stockage, on va avoir un problème entre le moment où vous achetez et le moment où vous le consommez et est-ce que vous allez le consommer ou pas. Et pareil, si on devait aller vers la restauration. Donc ça, c'est vraiment important. On a aussi tout ce qui est graines, produits oléagineux, entre la production initiale et puis ce qui est gaspillé. On voit qu'en fonction des différents intervenants en fonction de la région, on a vraiment un impact aussi indirect. Alors après, tout ça, vous pourrez le revoir peut-être de façon plus affinée et avoir un esprit critique vis-à-vis des tableaux que vous voyez. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'effectivement, tous les aliments ont un impact, alors qu'on pourrait dire que des fois, des aliments, par exemple les fruits et légumes, qui sont des aliments qui sont plutôt
chers avec une saisonnalité, eh bien, finalement, ils ont aussi un impact et que la saisonnalité va aussi jouer sur le fait que là, par exemple, on a eu des grosses inondations, on a eu beaucoup de pluie, il y a une partie de la récolte qui est malheureusement perdue. Et ça, c'est inhérent à notre bonne volonté. C'est le climat, donc ça va jouer aussi. Et tout ce qui est viande, alors qu'on pourrait imaginer aussi qu'au vu du budget viande, poisson ou œuf, eh bien, on va limiter le gaspillage en se disant quand même, c'est un produit qui est cher, c'est un produit qui demande une condition de stockage, de conservation, qui amène finalement à ce que l'on soit vigilant, eh bien, on ne l'est quand même pas. Et comme dit Marc, effectivement, l'Asie industrialisée est un très, très gros gaspilleur. Chine, Inde, pareil. Alors que limite, on se dit que ce sont des zones en Asie qui, finalement, sont plutôt une grosse, forte population avec des moyens, je dirais, pécuniaires qui sont très, très inégaux. Donc, on peut imaginer qu'on a du mal à imaginer que ces pays-là soient vraiment des gros gaspilleurs, alors que, limite, on l'est moins, alors qu'on imaginait que nous, on serait plutôt en avant. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que eux, dans ces pays Asie industrialisés, n'ont pas encore mis en place, je dirais, une démarche climat comme nous, on peut le mettre en place depuis des années au sein des pays européens. Et donc, toute cette notion de gaspillage, cette notion de pollution et ce genre de choses, ils commencent seulement à se rendre compte de la problématique. Et on essaye de leur faire prendre conscience de ça. Donc voilà. Poissons, fruits de mer, effectivement, il y a aussi ça. Et toujours pareil, toujours les mêmes constats. Et donc, c'est vraiment au niveau des régions, au niveau des différents stades de la chaîne alimentaire, on le voit également. Alors après, par exemple, poissons et fruits de mer, ce sont aussi des produits qui sont extrêmement fragiles. Donc, forcément, il y a un gaspillage inhérent à notre bonne volonté. Et puis production laitière, c'est pareil, alors qu'on pourrait dire que la date limite de consommation pour tout ce qui est produits laitiers, fromage et ce genre de choses ont quand même une date assez longue, donc on pourrait limiter le gaspillage, mais finalement, on en a quand même. Donc si on devait faire un bilan sur notre territoire, eh bien, on remarque quand même que ce qui est le plus parlant, c'est quand même les légumes. Alors les légumes, parce que je pense qu'il y a quand même la problématique que l'on voit en ce moment avec les dérèglements climatiques où malheureusement trop de pluie, pas assez de pluie, une gelée précoce ou une gelée tardive ou ce genre de choses, et donc, ou alors les excès de chaleur qui font que ça rentre dans le gaspillage alimentaire indirect. Et puis aussi le fait que, je ne sais pas si vous le constatez aussi, des fois vous avez des fruits qui sont trop durs, pas assez mûrs, et puis quand ils arrivent à la maison, au bout de 2 jours, finalement, c'est déjà trop mûr, pas assez mûr. Enfin voilà, donc ça peut jouer aussi. C'est-à-dire qu'entre le moment où on achète les fruits et le moment où on les consomme, il y a des fois, en une nuit, on a l'impression qu'ils sont déjà tannés, qu'ils ont déjà perdu leur fraîcheur. Donc ça, c'est pas évident non plus à gérer. C'est pour ça que vous pouvez penser aussi à tout ce qui est donc fruits de saison, mais peut-être acheter en plus petite quantité. Et puis les fruits qui sont un peu abîmés, on peut faire des compotes, on peut aussi les faire revenir à la poêle au dernier moment, faire tout ce qui est pommes au four en ce moment, ce genre de choses, ou alors les intégrer dans des recettes type gâteau aux fruits, clafoutis, flan, ce genre de choses. Un flan, ça peut être aussi un flan sucré pour pouvoir limiter aussi cet impact. Tout ce qui est crumble aussi peuvent aussi jouer en salé ou en sucré, on n'y pense pas. Mais donc là, tout ce qui va être fruits et légumes, on peut aussi donner une vie. Les potages, c'est tout à fait ça en ce moment. C'est de saison et on a vraiment des recettes qui peuvent nous permettre de dire, bon, bah, limite, je ne jette pas, je récupère ce que je peux récupérer et je fais des alternatives pour pouvoir avoir des produits qui sont, je dirais, non gâchés et comestibles et bons pour notre santé quand même. De plus, pensez aussi à tout ce qui est produits surgelés et en conserve. C'est-à-dire que les produits surgelés et en conserve, ils sont mis en surgélation et en congélation dans les 2 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc, en perte vitaminique et minérale, il n'y a rien. Limite, ils sont plus intéressants que votre concombre qui est depuis 10 jours dans le bac du frigo, dans le bac à légumes du frigo. Donc, pensez également à ça.
Quand on est peu nombreux autour de la table, ou alors par exemple, je pense à du chou-fleur, acheter un chou-fleur maintenant, ça veut dire qu'il faut le cuisiner. Si vous êtes que 2 à table, voire même 4, des fois, ça veut dire que vous allez en manger toute la journée, toute la semaine. À un moment donné, la digestibilité, voilà, c'est comme ça qu'on peut indirectement faire du gaspillage. Alors que le chou-fleur en surgelé, ben, vous prenez que la portion qui vous convient et puis vous pouvez finalement varier les recettes. Si vous achetez le chou-fleur, je dirais, complet, dans ces cas-là, pensez aussi que vous pouvez congeler ce que vous préparez pour les ressortir au moment où vous en avez envie. Mais c'est pareil, on le verra tout à l'heure, pensez aussi à varier et à utiliser ce que vous avez dans votre congélateur. Des fois, on congèle, puis on va se remettre à manger du chou-fleur en plein mois de juillet alors que c'est plus la saison et que gustativement, quand il a été congelé depuis 6 ou 9 mois, à un moment donné, c'est plus aussi bon. On est bien d'accord. On a aussi les liquides que l'on a tendance à gaspiller beaucoup. C'est-à-dire qu'on achète par lot, on achète par pack de 6, par exemple, pour les sodas, pour l'eau, pour les jus de fruits, pour ce genre de choses. Mais tout ça a une durée de vie, ou alors, finalement, ben, à un moment donné, on n'en a plus envie. Donc, c'est vrai qu'on se dit que ça va se garder, mais entre le moment où ça ne se garde plus, parce que finalement, c'est plus pétillant, ou le jus a passé la date, ou alors on a oublié que c'était dans la cave ou dans le garage, eh bien, finalement, tout ça, ça implique aussi une famille alimentaire qui va être très gâchée. On a tout ce qui va être produits céréaliers. Et là, on a quand même du gâchis, alors que, comme je vous disais, c'est des choses qui ont une date limite de consommation importante, qui se conservent, mais finalement, on en met tellement dans nos placards qu'on oublie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, il faudrait des placards moins profonds pour pouvoir se dire, vérifier ce qu'on a d'abord avant d'aller faire nos courses pour vérifier qu'on a bien des pâtes, qu'on a bien du riz, qu'on a ce genre de choses. Donc voilà. Et puis ensuite, on a tout ce qui va être les produits, je dirais, du quotidien et qui effectivement ont un potentiel de gaspillage alimentaire, mais qui est un peu moindre au vu des légumes, des fruits et des liquides. Donc, j'en reviens toujours à ma fameuse affiche pour bien se rendre compte que ben, nous, on va avoir un impact gaspillage alimentaire, mais la restauration va avoir un gaspillage alimentaire important. Les distributeurs, les zones de transformation, plus on achète des produits tout prêts, l'ultra transformés, c'est-à-dire les plats tout prêts, ça veut dire des carottes râpées qui ont été déjà préparées sous vide ou en rayon traiteur, et bien finalement, eux, ils ne gardent que le meilleur. Donc, il y a un gaspillage aussi à ce niveau-là. Et puis, effectivement, le producteur avec les intempéries ou avec la surconsommation. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une année, on a mangé beaucoup de clémentines, donc on y va à fond. Puis l'année d'après, ben, finalement, on en mangera moins. Donc, lui, il a une surconsommation, une surproduction. Donc ça joue. Donc c'est vrai qu'à tous les niveaux, on va avoir. Mais c'est vrai que la transformation, c'est déjà une grosse part. Parce qu'on ne veut que le morceau. Quand vous faites des plats de blanc de poulet, ben, finalement, on va avoir que des blancs de poulet. Et la cuisse et l'aile, ben, finalement, elles ne sont pas forcément consommées. Les abats non plus. Les abats, c'est des produits qu'on ne consomme quasiment plus. Maintenant, c'est plus dans nos habitudes. Ou du moins plus aussi fréquemment que ça ne l'était. Donc il y a une partie qui va être gaspillée ou qui ne va pas être utilisée à bon escient. Tout ce qui va être aussi les zones, on le verra, de transport, ben là, effectivement, on a un plus à jouer au niveau, en termes de zone d'achalandage, en termes de transport, en termes aussi de sophistication des antennes relais pour pouvoir stocker au mieux en attendant les produits. Et puis, tout ce qui va être la restauration. Si vous allez dans des restaurants où vous avez une carte avec 100 plats, hein, ou 20 plats ou 30 plats, effectivement, vous allez avoir un risque de gaspillage plus important que si vous allez chez un restaurateur qui ne va avoir que 3-4 plats à sa carte et qui va jouer sur la carte en fonction de la saisonnalité, en fonction de ce qu'il a trouvé. Donc forcément, le gaspillage ne sera pas le même. Et puis nous, à notre niveau également, on a un impact. Donc les causes de gaspillage alimentaire dans notre quotidien. Je vous mets toujours la petite vidéo. C'est tout bon?
Donc là, je pense que c'est un bon résumé des différents points que nous allons aborder. En effet, on peut avoir une action sur plein de petits points, sur plein de petits niveaux, et c'est des habitudes à prendre, il y a des réflexes à prendre. Je suis sûre que vous les avez déjà, ces réflexes. Je suis sûre que vous avez déjà des bonnes habitudes, des bonnes astuces au quotidien. Donc, les dates limites de consommation, il y a deux types de dates limites de consommation. Il y a la date limite de consommation, c'est à consommer jusqu'au, et là vous avez un jour, un mois, une année, et puis vous avez les dates limites d'utilisation optimale. Là, nous allons être plutôt sur un mois et une année. Et là, ça va être pour tout ce qui va être produit type surgelé, type conserve, épicerie. Alors que la date limite de consommation avec un jour, un mois, c'est plutôt tout ce qui est produit frais. Et là, dans les deux cas, en fait, le produit, si à un moment donné, votre produit, aujourd'hui, la date limite de consommation, c'est aujourd'hui le 20/11/2023, cette nuit, il ne va pas exploser, il ne va pas tout d'un coup se désagréger. Non, tout va bien. Et ça, on le sait tous. On sait tous qu'en fait, la date limite de consommation ou la date limite d'utilisation optimum du produit, c'est la date à laquelle l'industriel, le commerçant vous garantit une qualité organoleptique et sanitaire optimum du produit. C'est-à-dire que si ma date limite de consommation, c'est aujourd'hui, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il vous garantit que le produit, il est bon à manger dans des conditions sanitaires respectables et que gustativement, il va répondre aux différents critères que vous attendez. Maintenant, si vous mangez un yaourt dans 2 ou 3 jours, vous allez voir que votre yaourt, il est bon. Par contre, effectivement, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, si je prends l'exemple du yaourt nature, vous aurez un peu plus de petit lait, ce qu'on appelle le petit lait, le petit liquide qui est au-dessus. Et là, ce n'est pas pour ça qu'il n'est plus bon. Il va juste être un petit peu différent peut-être par rapport à vos attentes. Ça va être un vrai souci si, par exemple, votre produit, ça fait 10 jours qu'il est dans le frigo, qu'il est l'opercule est bombé et quand vous ouvrez, il y a des cheveux. Là, effectivement, par A plus B, vous ne le consommerez pas. Maintenant, vous pouvez avoir un produit avec une date limite de consommation qui est encore bonne ou une date limite d'utilisation optimale qui est encore bonne et un produit qui a eu pour X ou Y raison une rupture dans la chaîne du froid. Et donc, vous voyez bien, si vous ouvrez le truc et que ça fait un patch ou ça fait un petit bruit sur un yaourt, par exemple, c'est pas bon. Là, ça va être la période des fêtes. On va manger des crustacés, des huîtres, des fruits de mer. Vous voyez bien qu'il y a des fruits de mer. On se dit, ouh, c'est douteux, je le sens pas, soit par la couleur, soit par l'odeur, voyez. Donc là, il faut aussi se faire confiance, on est bien d'accord. Et là, il peut y avoir eu une rupture dans la chaîne du froid, soit au niveau du transport, soit au niveau du stockage, soit entre le moment où vous avez acheté le produit et le moment où vous allez le mettre dans votre frigo. C'est pour ça qu'on vous disait bien dans le petit film qu'il faut penser à finir ses courses par les produits frais et en hiver comme en été, avoir de quoi garder au frais pendant le transport les produits que vous allez acheter. Donc voilà. Donc ça, faites attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ont une date limite de consommation trop juste ou dépassée, on peut encore les consommer. Il faut vérifier bien évidemment dans quel état ils sont. Ensuite, faire attention à tout ce qui est les promos et les offres par lot. Déjà parce que vérifiez toujours le prix au kilo. Des fois, vous avez des offres par lot ou des offres du mois et finalement, vous vous rendez bien compte que le prix au kilo n'est pas aussi intéressant que si on achète sans le lot ou sans la promo. Donc, faites attention à ça. Et la problématique des promotions ou des lots, c'est que souvent, c'est en grosse quantité. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous achetez, alors je suis toujours sur mon exemple, mais les yaourts à l'ananas, en vous disant, oh, bah, c'est une bonne idée, si vous voulez que si vous avez 16 yaourts à l'ananas, à un moment donné, vous allez commencer à en avoir ras-le-bol de manger des yaourts à l'ananas. Et donc, c'est comme ça qu'on risque à un moment donné de dire, ouais, c'est bon, j'arrête, soit de les oublier, et là de se retrouver sur le truc où ils sont au fond de votre frigo et de vous dire ah ben au fait j'avais ça et là on a vraiment dépassé la date limite de consommation, soit de vous retrouver à vous dire par exemple sur du poulet que vous avez acheté en lot, vous vous êtes dit je vais le consommer maintenant, alors soit vous oubliez, soit vous ne consommez pas tout, donc là il faut avoir le réflexe aussi de se dire dans ces cas-là je peux le congeler et je peux ou alors le cuisiner et je congèle ce que j'ai cuisiné en trop. Faites attention aussi aux offres par lot ou par promotion pour tout ce qui va être viande, plat préparé ou alors poisson, fruits de mer, parce que des fois, c'est des choses qui ont déjà été décongelées
par la grande distribution, c'est écrit, c'est stipulé, vous le savez, mais vous ne pouvez pas recongeler quelque chose qui a été déjà congelé. Auquel cas, vous vous faites avoir parce que le kilo de dinde de saumon, à un moment donné, bon, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut la cuisiner tout de suite. Vous ne pouvez pas la recongeler. Donc, faites attention à ça. Et puis, faites attention aussi à tout ce qui est tête de gondole. Souvent, ça va nous permettre d'acheter des choses qu'on n'aurait jamais achetées. Alors, c'est de se dire, ah ben tiens, c'est plutôt pas mal, ça, je ne connaissais pas. Enfin, voilà. Sauf que, est-ce que vraiment c'est bon, pas bon? Est-ce que c'était dans votre budget ou pas? Donc là, faites attention à la fois au gaspillage et à la fois au budget. C'est pas toujours finalement si efficace que ça et si imbattable que ça par rapport à nos habitudes. Maintenant, il y a aussi des promotions, par exemple pour tout ce qui est viande ou poisson, parce que ça arrive en date limite bientôt et que vous allez avoir des prix. Et là, au niveau budget, ça peut être intéressant, mais vérifiez bien que ce n'est pas des produits qui ont déjà été décongelés et vérifiez bien que ce soit adapté à vos habitudes alimentaires. Se retrouver avec 1 kilo d'encornet, si on ne sait pas les cuisiner, si tout le monde n'aime pas ça, et voilà, c'est pas très intéressant et c'est pas très judicieux, à la fois pour la planète et à la fois pour votre budget. On a aussi parlé des produits qui sont dits imparfaits, des aliments qui ont une beauté intérieure nutritionnelle qui ne change rien, par contre une beauté extérieure où on pourrait redire. Il y avait une grande surface qui avait proposé ça, les produits bof et les produits moches. Et en fait, ils proposaient des produits, des cajots de produits qui n'étaient pas, alors c'est plutôt des produits fruits et légumes, qui n'étaient pas conventionnels, c'est-à-dire que la pomme n'était pas aussi ronde et que celle que l'on peut avoir dans les dessins animés avec la proposition que la sorcière fait à la petite jeune fille. Mais il n'empêche que ces produits, nutritionnellement parlant, ils sont très bons. Je veux dire, effectivement, vous allez mettre un petit peu plus de temps à les peler ou à retirer la peau parce qu'ils ne sont pas conformes, ils ne sont pas suffisamment ronds, mais nutritionnellement parlant, ce sont exactement les mêmes produits et ils sont bons pour votre santé. Mais effectivement, on a tendance, nous, consommateurs, à vouloir des produits calibrés, des produits qui sont beaux. La pomme, elle est bien, bien brillante, alors que la pomme qui est du verger, elle est aussi toute bonne et on peut tout à fait croquer dedans. De plus, la réglementation a changé. Vous avez vu que maintenant, on ne peut plus avoir d'emballage plastique, on ne peut plus avoir ce genre de choses, sauf pour certains types de fruits ou de légumes. Et donc, le fait d'acheter à la pièce, on achète plus sur ce dont on a besoin réellement que sur un gros pot. Quand vous achetez 2 kilos de pommes, à un moment donné, que vous n'êtes que deux à table, vous risquez d'en perdre. Sauf si vous faites un crumble, sauf si vous avez le temps de faire une tarte, sauf si vous avez le temps de faire une compote. Mais sinon, c'est vrai que ça accentue le gâchis. Donc, j'aurais tendance à dire que faire à la pièce, c'est quand même plutôt intéressant parce qu'on va aller au plus juste par rapport à nos besoins, quitte à revenir au bout de quelques jours. Et puis, la réglementation change aussi parce que maintenant, vous savez d'où ça vient. Vous savez d'où vient votre produit. C'est forcément indiqué. Et là, j'attire votre attention aussi sur le gaspillage indirect. C'est-à-dire que les pêches de cet été qui viennent de l'autre bout du monde, ou l'avocat qui vient du Brésil ou je ne sais pas où, donc qui a finalement été cueilli ou récolté au moment où il était en état d'être récolté pour pouvoir subir et pour pouvoir être OK quand il va arriver sur notre territoire, eh bien forcément, il a plus de chances dans votre assiette ou dans votre frigo de faire un contre-coup climatique et donc finalement de passer très vite du pas assez mûr au trop mûr, alors que si vous êtes sur une pomme qui vient du producteur à côté de chez vous, peut-être qu'effectivement ce choc climatique ou ce choc de transmission sera moindre. Donc faites attention à ça. J'attire aussi votre attention sur une réglementation, c'est-à-dire que nous, en France, on se dit que le bio, il a une certaine réglementation, il a une certaine nature et on part du principe qu'il correspond à certains critères. Si vous achetez des produits hors Union européenne bio, la réglementation n'est pas forcément la même. Donc, c'est pareil, indirectement, vous dites que vous faites bien pour la planète, que vous allez limiter le gaspillage, puisque vous allez même peut-être en acheter moins, mais il n'empêche que pensez à ça. Les réglementations hors Union européenne ne sont pas forcément les mêmes que celles de chez nous. Donc, ça peut jouer également. Voilà. Donc, pensez aux fruits et légumes de saison, qui ne sont pas forcément toujours très beaux ou sur le standard ou la calibration que nous avons l'habitude. Parce que les produits et les légumes de saison, c'est ce qui a été récolté au plus proche de chez vous, à un moment T, en fonction de ce que la bonne santé de la planète va nous permettre de récolter au moment T. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà.
Et donc, je me répète, pensez aussi à tout ce qui va être les produits, légumes et fruits qui peuvent être cuisinés crus ou cuits en fonction de leur état dans lequel ils étaient. Effectivement, le boucher, dit que l'origine des viandes était très compliquée à avoir de façon fiable. Effectivement, puisque maintenant on a écrit zone Europe. Donc on sait que ça vient d'Europe, mais où d'Europe? Par contre, si le produit est français, vous le savez, il y a le label produit made in France. Donc ça, c'est vrai aussi. Mais bien sûr, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut que ce soit du made in France, on veut que ce soit de bonne qualité, mais on ne veut pas que ça nous coûte trop cher. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi trouver le juste choix. Les problématiques, pardon, d'infrastructures inadaptées. On voit quand même que nos demandes changent. On a besoin d'avoir des zones de stockage plus importantes et elles ne sont pas forcément adaptées. À la fois parce qu'il faut répondre au mieux aux problèmes climatiques, c'est-à-dire que quand il va se mettre à faire très très chaud, on voit bien que l'été il fait beaucoup plus chaud, donc on a besoin d'avoir des zones de stockage ventilées à des températures cohérentes. La problématique du stockage chez le producteur, où lui, il n'a pas forcément les moyens d'avoir un hangar réfrigéré ou d'un hangar, je dirais, à une température qui reste cohérente. Pareil, lors de la transformation, on l'a vu tout à l'heure, plus le produit est transformé, plus il faut des zones de stockage, plus il faut des zones d'achalandage. Et donc, forcément, ça peut engendrer du gaspillage lié au fait que le produit peut se détériorer beaucoup plus rapidement si les conditions ne sont pas bonnes. La chaîne du froid, mais entre le moment où ça sort de chez le producteur, ça va être un transport pour aller sur la zone de stockage, de nouveau un autre transport pour que ça aille au niveau des différentes structures d'achalandage, donc votre supermarché, votre petit commerce de proximité, et en même temps, vous avez, entre le moment où vous allez l'acheter et le moment où vous allez le mettre dans votre frigo, donc à chaque fois, il y a un risque aussi que la chaîne du froid soit rompue pour X ou Y raison, sachant qu'il y a une réglementation pour ça. Un camion frigorifique, il doit toujours être en route, sa réfrigération doit toujours marcher et que la première chose qu'on est censé faire quand ça arrive sur la grande distribution, c'est vérifier les températures du camion. Maintenant, c'est pareil. Ça prend du temps. Est-ce que c'est toujours fait, pas fait? Voilà. Nous aussi, on devrait vérifier notre frigo. Est-ce que vous avez un thermomètre dans votre frigo pour vérifier si votre frigo il est bien à 4 degrés? Pas forcément. Est-ce qu'on a tous aussi le réflexe de nettoyer régulièrement notre frigo? Alors, on va le nettoyer si on a un truc qui a coulé, si on voit bien qu'il y a des tas de miettes parce que, je ne sais pas moi, le, le pain ou la tarte en attente a mis des miettes, ça, on va le faire. Mais est-ce que régulièrement, à hauteur de tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, toutes les semaines, tous les 10 jours, en fonction aussi du nombre de convives qu'il y a dans la maison, du nombre de fois où on va ouvrir et fermer ce frigo ou ce congélateur, combien de fois on va nettoyer dans l'année notre frigo, le désinfecter? Eh bien, finalement, c'est des habitudes que l'on perd, qui étaient des habitudes, nos grands-mères le faisaient régulièrement, c'est des habitudes que l'on perd. Pareil, décongeler son congélateur, c'est important parce que ça veut dire que s'il y a plus de froid tout autour que de produits à l'intérieur, ça veut dire que ça ne fait plus du bon froid et la qualité du froid n'est plus bonne. Et donc, la température qui devrait être de moins 18 n'est pas forcément respectée. Donc, faites attention à ça. Allez vérifier votre frigo, allez vérifier la température de votre frigo et l'état général de votre frigo. Le lieu de stockage, là, j'avoue qu'on est vraiment dans une dynamique de prise de conscience et de valorisation des nouvelles technologies et des connaissances en matière de produits, de matériaux pour pouvoir optimiser des lieux de stockage plus performants. C'est-à-dire qu'on va jouer sur des zones de stockage avec une flexibilité adaptée au système de production, au suivi des denrées alimentaires. On va aussi prolonger la fraîcheur des produits grâce à des zones neutres et justement le recyclage peut nous aider aussi à maintenir des températures via différentes sources d'énergie. On va augmenter les DLC et les DLU alimentaires via des emballages intelligents. Vous voyez, quand vous achetez de la viande ou du poisson, vous avez toujours un petit film en bas, comme un petit coussin, un petit matelas, qui est un film intelligent qui va vous permettre d'absorber à la fois l'eau, qui va vous permettre aussi de maintenir finalement une dynamique du produit où il ne va être pas directement sur la
sur l'emballage, mais sur ce film, sur ce petit matelas qui permet quand même de le maintenir dans un état optimum et de maintenir la couleur aussi du produit. On voit bien aussi qu'on a des produits de plus en plus intelligents sur tout ce qui va être barquette, les films aussi qui sont moins épais, plus adaptés. Et puis, vous avez aussi des films qui vont être respirants qu'on n'avait pas encore avant. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. On va aussi encourager l'utilisation d'emballages portionnables, de petites portions plutôt que des grandes portions, avec des produits qui sont recyclables et qui sont compactables. Donc, c'est vrai qu'on va jouer aussi sur les exigences en termes d'environnement, en termes de gaspillage alimentaire, mais aussi en termes de gaspillage au niveau écologique. Donc, tout ça, ça joue. On a vraiment des produits, on a une évolution à ce niveau-là qui est vraiment très importante. Donc, nous, ce que nous pouvons faire au quotidien. Donc, comme vous l'avez vu, planifier nos menus, à la fois parce qu'arriver, on dit toujours, le ventre plein ou avec une liste, vous permet de sélectionner les différents rayons et les différents achats que vous devez faire et d'éviter les achats compulsifs qui finalement ne sont peut-être pas adaptés à vos besoins, à votre budget et est-ce que vous allez vraiment le consommer ou pas. Planifier les menus, c'est-à-dire que tel soir, vous savez que le mardi, c'est ravioli. Eh bien, effectivement, le mardi, ce sera ravioli, mais au moins, vous savez ce que vous devez manger. Et comme vous savez ce que vous devez manger, vous allez faire vous allez perdre moins de temps dans les rayons du supermarché et donc éviter d'avoir envie d'acheter des tas de choses et puis éviter d'avoir une chaîne du froid qui risque d'être endommagée, en tout cas. De plus, le fait de faire ces menus, ça vous permet aussi d'aller vérifier ce que vous avez déjà dans vos placards et d'aller au plus juste d'un point de vue quantité et d'un point de vue date de consommation. Peut-être que si vous savez que vous allez manger du poulet ce soir et qu'il y a une offre sur des blancs de poulet ou des cuisses de poulet, limite, vous allez vous dire, j'ai du poulet, ma recette, c'est du poulet. Si je prends des cuisses ou des blancs, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Mais là, je peux utiliser des produits qui sont limite de consommation et donc à un budget plus intéressant. Et puis, dans vos placards, c'est pareil, il faut essayer de faire la stratégie de mettre ce que vous achetez au plus profond du placard pour pouvoir remonter en amont les dates limites qui pourraient être un peu justes. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'être judicieux sur les placards. Plus le garde-manger est important, plus on stocke, plus finalement il y a des choses qu'on a oubliées que l'on avait. C'est exactement la même chose pour le frigo ou pour le congélateur. Souvent, le frigo, quand on arrive, on place devant, sauf que derrière, on va se retrouver avec des produits, on ne sait même plus qu'ils sont là. Et quand on va faire tilt, parce qu'un jour, le frigo est vide, oui, ça arrive d'avoir des frigos vides, eh bien, on se rend compte que finalement, on a des produits avec la date limite de consommation dépassée ou qui ne sont vraiment plus bons pour notre consommation. Donc ça, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir de temps en temps un frigo qui vraiment se vide et d'avoir un congélateur qui se vide aussi. On fait souvent ça avant de partir en vacances l'été pour pouvoir consommer tout ce qu'on n'a pas consommé ou tout ce qu'on s'est dit, je vais l'utiliser et que on n'a pas utilisé encore. Donc ça, c'est important aussi quand vous faites vos courses de vérifier s'il n'y a pas déjà du poisson ou du poulet surgelé, vérifier si au bout de votre frigo, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de reste, voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, faire les courses le ventre plein évite de se faire avoir sur tout ce qui va être promo, envie, petits achats compulsifs, ce genre de choses, qui ont aussi du bon. Il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir trouver les aliments qui nous plaisent et que l'on aime, mais en quantité adaptée aussi. Vérifier les emballages alimentaires à la fois sur ce que vous achetez dans vos grandes surfaces, chez votre petit consommateur, chez votre boucher, chez l'épicerie chez l'épicier du coin, pour être sûr que ce sont des produits que vous allez pouvoir utiliser dans longtemps, ou alors vérifier qu'effectivement ils sont courts en date et donc essayer de les consommer au plus juste, au plus rapide. Mais vérifiez aussi les étiquetages alimentaires dans vos placards, dans votre frigo et dans votre congélateur. Ça, c'est important. Dans le congélateur, moi, ce que je vous propose quand même, c'est, on le verra tout à l'heure, mais c'est de noter la date à laquelle vous l'avez congelé, le produit. Parce que comme je disais tout à l'heure, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, forcément, à un moment donné, le goût, la palatabilité de quelque chose qui a été congelé n'est plus tout à fait la même. Et puis, la texture peut varier.
Donc ça, c'est important. Et tout ce que vous achetez en congelé, normalement, si vous achetez par exemple des légumes surgelés, vous ne devez pas avoir un pack, vous devez avoir des choses qui font du bruit. Sinon, ça veut dire qu'il y a une rupture dans la chaîne du froid. Si tout d'un coup, vos carottes surgelées, elles sont en masse, ça veut dire qu'il y a une rupture à un moment dans la chaîne du froid. Donc là, ça veut dire qu'il ne faut pas les consommer ou il ne faut pas les acheter. Ajustez vos quantités en fonction de vos besoins. Ça, c'est une problématique que l'on a tous. Alors, quand on est en famille et que les enfants sont en âge d'être à la maison, finalement, on a des habitudes alimentaires. On sait qu'on est 4, 6 à la maison et donc on achète pour 4, 6. Quand on se retrouve plus que 2, eh bien, on a encore le réflexe de continuer de cuisiner pour 4 ou 6 alors qu'on n'est plus que 2 à la maison. Donc, à la fois, faites attention aux quantités en fonction du nombre de convives que vous êtes. Alors, il faut toujours une place pour le pauvre, on est d'accord, mais il n'empêche que faites attention à ça. Et d'ailleurs, c'est là où c'est pas évident. C'est que vous avez été 4 ou 6 toute votre vie, puis là, vous n'êtes plus que 2, ben finalement, on a du mal à trouver le bon dosage. Donc, il va y avoir aussi des loupés. Donc là, pensez à avoir des restes ou alors à faire moins de courses pour vous dire, ben, je fais un repas reste ou je congèle. Et en même temps, ajuster les quantités en fonction de vos réels besoins, de combien j'ai faim. Et donc, on a tendance à cuisiner toujours un peu trop. Et donc, on se dit toujours, ben, je vais quand même manger parce qu'on ne va pas acheter ça. Ben non, on ne va pas acheter ça. Mais on peut peut-être faire de ça, on peut peut-être faire plein de petits restes et un repas reste ou des petites gamelles pour le lendemain. De même pour les gens qui mangent à la gamelle, eh bien, pensez à servir vos gamelles, à faire vos gamelles avant que tout le monde ne soit passé à table. Parce que souvent, on fait en fonction des restes de la famille et on n'a pas bien portionné le nombre de convives. Ça aussi, ça joue. Si vous savez que vous avez une gamelle à faire pour le lendemain, dans ces cas-là, il faut cuisiner non pas pour 2 ou pour 3, mais pour 4. Pensez à ça aussi. Sinon, vous n'allez finalement pas manger assez ou vous dire, ben ça, je ne peux pas faire de gamelle, donc finalement, vous allez acheter quelque chose, vous allez perdre ce que vous aviez. Donc, il faut être aussi judicieux sur les quantités et sur les réels besoins du foyer. Vérifiez donc au respect de la chaîne du froid, donc vous l'avez vu. Pensez à ce que quand vous faites vos courses, le frais soit soit empaqueté à la fin, soit acheté à la fin de vos courses et pas au début. C'est pour ça que souvent, c'est au milieu. Comme ça, vous avez le temps d'aller à droite, à gauche et vous finissez par le frais, vous finissez par les fruits et les légumes, par les produits laitiers, la viande, le poisson et ce genre de choses. Pensez à avoir aussi des sacs fraîcheurs, d'avoir des sacs isothermes qui vous permettent quand même de maintenir aussi le froid au sein des produits pendant le transport et jusqu'au moment où vous allez à la caisse. Pensez également à respecter la chaîne du froid au niveau de votre frigo. Il faut être stratégique. On ne met pas les légumes tout en haut. Enfin, voilà. Et en fonction de là où est votre réfrigérateur, et en fonction de là où est votre congélateur sur votre réfrigérateur, eh bien, le plus froid sera soit en haut, soit en bas, en fonction de là où est le congélateur. Et de nouveau, pensez à vérifier la température en fonction des différents endroits de votre frigo. Donc ça, vraiment, la chaîne du froid, c'est à la fois vérifier que vous achetez les bons produits, est-ce que c'est des produits qui ont déjà été décongelés ou pas congelés en fonction, par exemple, je pense aux poissons. Est-ce que des produits surgelés n'ont pas eu de rupture dans la chaîne du froid. Vous avez déjà aussi des gens qui vont se servir, puis finalement vont le ramener parce que j'ai changé d'avis dans le magasin, mais c'est vous qui en pâtissez. Donc, faites attention à ça. Faites attention aussi au moment du transport et faites attention aussi au niveau de bien placer, de bien organiser votre frigo quand vous arrivez à la maison. Et de mettre devant ce qui a une date limite de consommation plus courte. Donc là, vraiment, le conditionnement dans les placards, congélateurs et réfrigérateurs, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des fois, on va se rappeler qu'on a, on a ça. Je ne me souvenais plus, j'avais ça dans mon frigo, dans mon congélateur. Et donc, dans les congélations, pensez à tout ce qui est portionnable. Mettez dans des portions quand vous avez trop cuisiné. Ou vous pouvez mettre aussi dans des portions si vous avez acheté par lot. Mais mettez bien la date à laquelle vous l'avez congelé. Et ce que c'est, parce que des fois, on ne se souvient plus ou la forme, on ne sait plus ce que c'est. Donc, comme on ne sait plus, on jette. Alors que là, ça peut être utilisé. Et là, un marqueur est spécifique ardoise ou ce genre de choses, mais qui est non effaçable,
vous pouvez en avoir un, ça ne coûte pas très très cher et ça permet quand même, voilà, les sachets de conservation, ça pareil, de congélation, ça ne coûte pas très très cher. Et vous avez vu, vous avez les petites pinces que vous trouvez dans les grandes surfaces ou tous les grands distributeurs suédois qui vous permettent effectivement de bien garder les produits sans que ça coule, sans que ça aille nulle part. Donc voilà, donc ça c'est important. Bonne gestion des restes, eh bien, nos grands-mères savaient le faire. On n'est pas plus bête que nos grands-mères, il faut y penser. Un hachis parmentier, c'était vraiment le repas quand il y avait des restes de viande. Eh bien, ça permettait finalement de remanger, de recuisiner ces viandes qui avaient été mijotées et de pouvoir faire des restes. Les gratins de pâtes, c'était parce qu'à un moment donné, les pâtes, quand on les réchauffe, c'est plus très bon. Donc, on faisait un gratin de pâtes. Et donc, finalement, ça permettait d'avoir du côté croquant, là où on n'aurait pas forcément aimé les consommer tels quels. Les croque-monsieur, les croque-madame, enfin voilà, ça permet de mettre plein de choses dedans et d'avoir des restes qui sont intéressants. On se mange ça avec une salade ou avec des endives et c'est tout bon. Donc vraiment, optimiser aussi les restes. Il y a maintenant aussi des livres de recettes et des sites internet qui sont spécialisés dans les restes. Vous pouvez même enregistrer ce que vous avez, par exemple, sardines, tomates, un petit coulis de tomates, et ça va vous proposer différentes recettes. Donc, vraiment, la gestion des restes, c'est tout un business aussi. Donc, on peut aussi aller sur les sites internet pour pouvoir avoir justement des idées de recettes en fonction de ce que l'on a encore dans nos placards. Ou du truc improbable que l'on a et on ne sait pas pourquoi on l'avait acheté, il faut quand même le manger. Donc, la réglementation, je vous ai dit, elle évolue et elle évolue dans le bon sens puisqu'on voit qu'il y a des choses qui se modifient en termes de spécificité, d'emballage, de traçabilité de produits, en termes aussi de stockage. Et donc, ça, c'est important. Et donc, on a des projets de loi qui évoluent aussi pour pouvoir valoriser nos déchets. Donc là, vous voyez, le projet de loi Grenelle qui prend en compte les aliments et leurs emballages. Et d'ailleurs, vous le voyez au quotidien. On a tous maintenant le réflexe d'avoir au moins minimum 2 poubelles à la maison. On a une poubelle classique, on a une poubelle, alors chez moi elle est jaune, où on va mettre tout ce qui va être les différents plastiques, les différents cartons, les différents emballages. Donc on a déjà un geste aussi pour limiter le gaspillage et pour avoir une durabilité par rapport à nos emballages. On va aussi avoir sur certains endroits les réflexes du compost. Vous avez certaines communes ou communautés de communes qui vous aident à acquérir un compost, qu'il soit petit ou grand en fonction de votre lieu de vie. Vous avez des immeubles qui vous mettent à disposition des petits composts, c'est des petits seaux, et en bas, dans la cour de l'immeuble, vous avez un grand compost pour tout le monde. Et ça va être récupéré par les collectivités pour pouvoir fleurir les parterres, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, avoir, je dirais, un projet développement durable dans une école ou ce genre de choses. Donc, on a les phénomènes de compost, on a les phénomènes de différentes poubelles pour pouvoir recycler au mieux nos emballages. Et puis, on a aussi des systèmes où on va récupérer aussi par les biais des industriels et des zones de stockage, les produits qui ne sont pas utilisés et donc pour pouvoir au mieux les optimiser, que ce soit pour le bétail, que ce soit pour du compost, engrais et aussi pour tout ce qui va être, je pensais à ça, renouvellement d'énergie. Donc, pour fabriquer de l'énergie, pour fabriquer de la chaleur, pour fabriquer du froid et ce genre de choses. Donc, on voit bien quand même qu'on a aussi l'habitude de se dire que nos polaires, finalement, c'est du plastique qui est recyclé, que les conserves, les canettes, ben, on peut les recycler aussi pour faire des matériaux qui sont recyclés sur tout ce qui va être voiture, vélo. Vous avez maintenant des vélos en conserve recyclée. Ça peut être aussi tout ce qui va être papier et ce genre de choses pour pouvoir faire se dire, au lieu de couper un arbre, je recycle du papier pour pouvoir en refabriquer. Donc tout ça, ça devient logique. Vous avez des doudounes en verre recyclé, en bouteilles recyclées, vous avez ce genre de choses. Et peut-être qu'on va revenir finalement aux bouteilles en verre recyclées comme on avait quand on était petit, où on allait rendre, on le fait encore dans certains endroits pour les bouteilles de bière, pour ce genre de choses, où vous ramenez. Donc voilà. Donc ça va certainement devenir de plus en plus réflexe et nos enfants vont nous aider aussi à avoir, enfants et petits-enfants, de plus en plus ce type de réflexe. Donc voilà. Donc on est vraiment tous acteurs du contenu de nos poubelles, du contenu de notre frigo et de ce que l'on en fait. Donc voilà. Donc pensez
vous, à votre petit niveau, à vérifier vos placards, à vérifier votre frigo, à vérifier les températures de vos frigos et de vos congélateurs. Vérifiez aussi ce que vous avez déjà mis dans les congélateurs et ce que vous pouvez utiliser dès maintenant. Et puis, allez faire vos courses en vous disant, voilà, de quoi j'ai besoin, combien on est à table, comment on va gérer nos repas. Et peut-être, effectivement, je sais que ça demande du temps, mais maintenant, il y a les drives aussi, donc qui nous limitent aussi sur le fait de déplacement ou du temps passé indirectement dans les supermarchés pour pouvoir se dire, ben, le gros, je peux le faire sur le drive et là, je vois directement ce que j'ai dans mes placards, dans mon frigo, donc je vais au plus juste au niveau des quantités. Et après, vous avez aussi tout ce qui va être les petits producteurs, les petits commerçants de proximité, où là, spontanément, vous n'avez pas des gros lots, vous n'avez que des petites choses, donc c'est pour du dépannage du quotidien. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Laure. Alors, je vais, avant de passer à la petite session de questions-réponses, vous parler du petit questionnaire de satisfaction. Et du coup, vous inviter à cliquer sur le lien qui est au centre de l'image, sur cliquer ici. Je vous mets également le lien dans le chat, parce que je sais que parfois, on n'a pas le temps de cliquer dessus. Donc, je vous le colle dans le chat. Ça va être fait de suite. Voilà, le temps que mon ordinateur se réveille. Voilà. Hop. Et donc voilà, n'hésitez pas à y répondre, à nous donner même des idées de futures thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde, qui pourraient vous intéresser. Voilà, on est preneur de tous vos retours. Comme je le disais tout à l'heure dans le chat, on a du coup une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver tous les replays. Ils seront ajoutés d'ici début décembre pour ceux de novembre. Donc, on n'envoie pas en fait les présentations PowerPoint, mais par contre, vous aurez accès au replay, donc vous aurez toutes les présentations en ligne avec du coup la voix de Laure ou des autres présentateurs. Donc ça, ce sera fait début décembre. Donc le lien est accessible via Movadom, du coup le petit lien en bleu. Et ensuite, le livre audio et le podcast Ça déménage, qui a été écrit du coup et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Donc voilà, qui traite du déménagement des seniors. Donc vous pourrez pareil le retrouver grâce aux liens qui sont à l'écran. J'en profite pour remercier à nouveau du coup nos financeurs que sont le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.